Ok. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à ce 6e séminaire d'élèves Maths pour tous. Je remercie en particulier la terminale S du lycée Wallon qui s'est déplacée pour assister à cet exposé, ainsi que tous ceux qui se sont déplacés. Donc, moi, je m'appelle Julien Dotsil et je suis élève en Master 1 au département de mathématiques de l'ENS. Et je vais vous donner donc cet exposé intitulé « Apprendre ou à laisser ». Tout d'abord, j'aimerais un peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu, pourquoi j'ai choisi ce thème qui va être celui des probabilités. En tout cas, j'ai le sentiment que les jeux de hasard et puis le hasard, la chance, c'est un peu au cœur des choses qui nous divertissent. J'imagine que vous avez tous déjà joué par exemple au poker ou à des jeux comme le tarot ou le bridge où il y a une part de hasard et puis il y a des décisions à prendre et il y a un but du jeu, essayer de gagner. Et en plus donc, de ces jeux où on joue entre nous, il y a aussi une omniprésence des jeux de hasard, je trouve, à la télévision. Donc il y a énormément de jeux qui ont été très populaires à la télé, donc par exemple Deal or No Deal aux États-Unis, Apprendre ou à laisser qui a été un jeu donc, de hasard qui a été diffusé sur TF1 pendant à peu près 3-4 ans, qui a été très populaire, qui a eu énormément de déclinaisons dans plein de pays. Et on peut aussi citer Money Drop en ce moment, ou même Qui veut gagner des millions, ça devient un peu un jeu de hasard qu'on n'a aucune idée de la réponse à donner. Et je me suis un peu demandé pourquoi on voit autant des jeux de hasard à la télé alors qu'il pourrait y avoir que des jeux de sport, par exemple. Et j'ai trouvé deux réponses à cela. La première, donc, c'est le caractère aléatoire du jeu. C'est-à-dire que quand on regarde une partie de Apprendre ou à laisser, quand on joue au poker ou quand on regarde des gens jouer au poker, on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Il y a un suspense. Et ce qui est intéressant dans ce suspense, c'est que du coup, le champion du monde de poker, on n'est jamais sûr qu'il va tout gagner. Et du coup, on est incité à regarder, donc ce champion du monde jouer, ou on est incité à regarder des jeux de hasard à la télé parce qu'il y a toujours un élément nouveau. Il y a le hasard qui peut perturber des rapports de force entre des gens très très forts et des gens moins forts. Et du coup, on est maintenu sur le fil du rasoir jusqu'au bout du jeu et on a envie de savoir ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est un peu comme le sport. Un tennisman très très fort, il peut perdre à un moment et du coup, il y a un élément de surprise qui nous intéresse. Et la deuxième chose qui rend ces jeux de hasard intéressants, à mon sens en tout cas, c'est le facteur de la prise de décision. Parce que si on considérait des jeux où il n'y avait que du hasard, par exemple on regarde un joueur lancer une pièce de monnaie, s'il tombe sur pile il gagne 1 million, s'il tombe sur face il gagne rien, ce ne serait pas très intéressant et ce n'est pas vraiment diffusé à la télé, ou en tout cas il rajoute d'autres choses pour que ce soit intéressant à côté. Du coup il y a un côté... dans ces jeux de hasard, Apprendre ou à laisser, ou au poker, il y a un côté prise de décision, c'est-à-dire qu'on a plusieurs choses à faire, mais on n'a pas toutes les cartes en main pour décider, on n'a pas toutes les informations pour prendre la meilleure décision possible. On essaye de prendre la décision qui va, par exemple, maximiser les chances qu'on a de gagner beaucoup d'argent ou qui va nous faire prendre le moins de risques. Et du coup, quand on regarde ça à la télé en tant que téléspectateur, on se met un peu à la place du candidat qu'on regarde et on se dit « Ah oui, lui, il essaie de faire telle stratégie. Est-ce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais fait autre chose? Est-ce que moi-même, j'ai ma propre stratégie ?» Du coup, quand on regarde, on se construit un peu sa propre stratégie, puis on essaie de se comparer à ce que fait le candidat à la télé. Et du coup, ça aussi, ça nous intéresse. Et c'était pour moi des choses suffisamment intéressantes pour que j'essaie du coup de parler d'un jeu de hasard bien particulier, Apprendre ou à laisser, que je vais présenter. Mais d'un autre côté, il y a aussi une approche un peu que je trouve aussi intéressante d'un point de vue historique, c'est que les probabilités dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est né de l'esprit de mathématiciens comme Blaise Pascal ou Pierre de Fermat quand ils ont étudié des jeux de hasard. Par exemple, ils avaient un ami, le Chevalier de Méret, qui jouait à des jeux, qui s'amusait à lancer des pièces de monnaie, qui se demandait combien de fois sur 100 lancers, je vais tomber 10 fois sur pile, ou des choses comme ça. Et du coup, les premiers probabilistes sont intéressés au calcul des chances, comme ils appelaient ça. C'est-à-dire qu'ils essayaient de voir, oui, est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'il tombe 10 fois sur pile quand il lance 100 fois une pièce de monnaie ou pas. Et du coup, c'est à partir de ces questionnements-là qu'ils ont commencé à construire une théorie des probabilités qui est encore extrêmement active aujourd'hui et dont j'essaierai de vous parler un tout petit peu plus tôt vers la fin de l'exposé. Et donc, maintenant, pour en venir directement au jeu dont on va parler, on va un peu s'inspirer mais plus humblement de la démarche des premiers probabilistes.
Je vais me mettre dans la peau de Arthur, le présentateur de TF1, sauf que cette fois, au lieu juste de, je sais pas, de faire un peu, de faire des blagues ou de pas du tout aider le candidat, je vais vraiment essayer d'y aller à fond et de vraiment aider le candidat. Et du coup, c'est pour ça que la première partie de l'exposé, ça va être j'ai toujours rêvé d'être un présentateur, ce qui est pas forcément vrai, mais en tout cas, en ce moment, c'est plutôt mon cas. Donc d'abord, avant de pouvoir commencer à parler de stratégie, il va falloir qu'on définisse très clairement ce de quoi on parle. Du coup, je vais commencer par vous parler de l'univers dans lequel on va travailler. Puisqu'en probabilité, l'univers, c'est un terme bien particulier, et du coup, je vais vous exposer ce qu'il veut dire ici. Donc, c'est ma première sous-partie. Donc d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre Apprendre ou à laisser entre 2004 et 2006, puis entre 2009 et 2010, je vais vous rappeler les règles du jeu. Donc, Apprendre ou à laisser, qu'on peut abrévier, qu'on peut aussi appeler APOAL ou APOAL. Donc, c'était un jeu qui faisait intervenir des personnes qui venaient de 22 régions différentes en France, donc c'était avant la réforme des régions. Chaque personne avait une boîte mystère, donc voilà, une boîte comme ça. Et dedans, il y avait une somme d'argent. On faisait venir donc, ces 22 candidats avec une somme d'argent qu'ils ne connaissaient pas à l'avance, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. Bon, je vais faire des boîtes plus simplifiées maintenant. On les mettait dans un demi-cercle. Donc, il y avait les 22 personnes. Au centre, il y avait Arthur. Et au début du jeu, on choisissait quelqu'un au hasard parmi les 22 personnes avec leur boîte et on lui disait, par exemple, imaginons qu'on ait choisi la personne numéro 1, on lui disait tu vas venir et tu vas jouer donc, avec l'aide de Arthur pour essayer de gagner de l'argent et typiquement l'argent qu'il a dans sa boîte. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque boîte, donc il y a une somme bien particulière, sauf qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a. Donc, à la télé, sur le côté de l'écran, il y avait l'ensemble des sommes. Donc nous, pour simplifier, ça va être le cas assez souvent, on va considérer qu'on joue qu'avec 3 boîtes et les sommes 1 €, 2 € et 3 €. Si ça ne vous fait pas rêver, vous pouvez prendre les sommes de 10 000 €, 20 000 € et 30 000 €. Mais globalement, ça va à peu près revenir au même. Donc il y a 3 boîtes. On va imaginer que c'est le candidat numéro 1 qui a été appelé pour jouer au centre avec Arthur, donc il est là. Et donc en face de lui, donc il y a les candidats, enfin il y a des gens, mais bon, qui vont pas avoir grand-chose à dire pendant la partie, mais en tout cas ils ont les boîtes 2 et 3. Et comment ça se déroule? En fait, le candidat va choisir progressivement d'ouvrir des boîtes qui ne sont pas la sienne. Et quand une boîte est ouverte, elle sort du jeu et la somme qu'elle contient est révélée. Par exemple, imaginons qu'on commence une partie avec 3 boîtes et le candidat dit à Arthur, je vais ouvrir la boîte numéro 2. Du coup, la boîte numéro 2 est ouverte. Elle révèle qu'il y avait par exemple la somme de 3 € dedans. Et ensuite, du coup, la somme de 3 € disparaît de notre écran parce qu'elle n'est plus en jeu. Donc la boîte disparaît. Et du coup, au tour suivant, là, il n'y a plus qu'une seule boîte. Donc le candidat du coup 1, sera toujours le candidat qui joue, on va dire, le candidat qui a la boîte 1, pour simplifier. Et donc là, le candidat 1, il n'a plus qu'une seule boîte qui n'est pas la sienne. Donc il va dire à Arthur, on va ouvrir la boîte numéro 3. Donc, la boîte numéro 3 va par exemple révéler la somme de 1 €. Du coup, le candidat sait que dans sa boîte, il y avait 2 € et donc, du coup, il repart avec la somme de 2 €. Donc ça, c'est le premier mécanisme du jeu. C'est-à-dire, le candidat ouvre des boîtes. On va appeler ça ouverture de boîte. Bon, après, vous allez me dire, si on regarde juste un candidat ouvrir des boîtes qui ne sont pas la sienne jusqu'à ce qu'il n'y ait que la sienne qui reste, c'est pas non plus très intéressant. Et dans les faits, effectivement, il se passait autre chose. Il y a une personnalité un peu redoutée des candidats.
pour sa personnalité un peu particulière, qui est le banquier. Donc, le banquier, c'est la seule personne de toutes les personnes qui participent au jeu qui connaît la somme d'argent dans toutes les boîtes. Et il ne le dira jamais à quiconque pendant la partie. Mais le banquier, en fait, son but, c'est de racheter la boîte du candidat. C'est-à-dire que, imaginons que les boîtes n'ont pas été ouvertes. À un moment dans la partie, donc entre deux ouvertures de boîtes, le banquier va appeler sur le plateau, et du coup, il y avait un téléphone sur le plateau, du coup, il va appeler le candidat pour lui faire une proposition. Il va dire, écoutez, je vous propose de racheter votre boîte contre 10 €. Donc le candidat, il pouvait accepter ou refuser d'acheter cette boîte, de vendre sa boîte, et ensuite il repartait avec les 10 €. Ou pas s'il n'avait pas accepté. Donc, on va dire que c'est une proposition de rachat. Et bien sûr, le banquier peut proposer que au joueur qui est sur le centre et qui joue de racheter les boîtes. Il ne va pas demander au joueur 1 s'il peut racheter la boîte 2, ce n'est pas le but du jeu. Donc proposition de rachat. Et la troisième chose qui peut se passer, et qui est aussi relativement intéressante, le banquier, par exemple, imaginons qu'il y a la somme de 1 € dans la boîte du candidat. Le banquier, il peut se dire, bon, je ne vais pas racheter une boîte à 1 €, ça ne m'intéresse pas, j'aimerais bien racheter une boîte avec plus d'argent, et comme ça, si j'arnaque bien le candidat, je vais gagner plein d'argent. Du coup, le banquier peut proposer au candidat d'échanger sa boîte contre une autre boîte. Il va lui dire, par exemple, est-ce que, monsieur numéro 1, vous voulez échanger votre boîte contre la boîte 2 ? Donc le candidat, encore une fois, il peut dire oui ou non. C'est la troisième chose qui peut se passer, échange de boîte. Et il ne peut rien se passer d'autre. Et du coup, comme je l'avais dit précédemment, je vais essayer, on va tous essayer de réfléchir en tant que Arthur, mais aussi en tant que probabiliste, et on va essayer d'aider au maximum le candidat à chaque fois, prendre les bonnes décisions. Donc, c'est-à-dire, puisque en fait, la décision qui fait que le candidat a passé une bonne partie ou une mauvaise partie, c'est avec combien le candidat repart. Donc, est-ce qu'il repart avec 500 000 €, comme c'était la somme maximale possible pendant le jeu, ou est-ce qu'il repart avec 1 centime, ce qui était la somme minimale possible à gagner entre 2006 et 2009. Et du coup, pour faire ça, en fait, on va utiliser les probabilités. Donc, là, j'ai défini le cadre du jeu. Maintenant, je vais expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on va utiliser dans le modèle des probabilités. Donc, tout d'abord, les probabilités. Donc, là, pour l'instant, c'est un terme vague, mais ensuite, je vais bien définir ce que ça veut dire une probabilité. Mais les probabilités, en fait, c'est un calcul, comme la définition dont je vous avais parlé, c'est un calcul des chances. C'est-à-dire, on va essayer de s'intéresser aux chances que le candidat a de repartir avec beaucoup d'argent ou aux chances que le candidat a de repartir avec peu d'argent. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'une partie de apprendre ou à laisser, c'est une expérience dite aléatoire. C'est le contraire d'une expérience déterministe, dans le sens où, en connaissant les paramètres de départ, on sait forcément ce qui va se passer. Par exemple, si je jette un objet, si je fais l'expérience, je jette ce bouchon, il va tomber sur la table. C'est déterministe, on sait ce qui va se passer à partir du moment où je vous dis que la situation est celle-là. Et une partie d'apprendre ou à laisser, c'est une expérience aléatoire dans le sens où, en tant que Arthur ou en tant que présentateur, on ne sait pas la somme d'argent qu'il y a dans les boîtes. Progressivement, on va avoir une idée de plus en plus précise de la somme d'argent qu'il y a dans notre boîte, mais à l'avance, on ne saura jamais ce qu'il y a dans notre boîte. Donc, c'est une expérience aléatoire, au contraire d'une expérience déterministe. Et c'est là, du coup, que raisonner en termes probabilistes, c'est-à-dire raisonner en termes d'événements qui ont le plus de chances de se produire, devient intéressant. C'est différent d'une expérience déterministe. Et donc l'idée, c'est d'appliquer un modèle probabiliste. Donc qu'est-ce que ça veut dire un modèle probabiliste ? Un modèle, de manière générale, la définition que je vais vous donner, c'est que pour modéliser quelque chose qui se passe dans la réalité, donc une vraie partie d'apprendre ou à laisser, on va faire des hypothèses sur ce qui peut se passer, ce qui ne peut pas se passer, pour, à partir de ces hypothèses, déterminer des lois qui permettent d'avoir des prédictions sur l'issue de la partie. Donc typiquement, modèle, c'est
c'est des hypothèses qui donnent un résultat, qui donne des prédictions. Et du coup, utiliser les probabilités, c'est faire certaines hypothèses qui vont permettre de nous donner des prédictions donc de certitude ou d'incertitude de choses qui peuvent se passer. Et donc, dans les en probabilité, il y a une première grande hypothèse à faire, c'est définir l'ensemble des choses qui peuvent se passer au cours d'une partie. Et l'ensemble des choses qui peuvent se passer au cours d'une partie, ça s'appelle l'univers. Donc, comment dire, quand on fait une expérience, quand on fait une expérience aléatoire, quand on fait une partie, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une issue, donc c'est un résultat possible de l'expérience. Résultat donc possible de l'expérience. Par exemple, on peut dire que si on fait une partie d'apprendre ou laisser avec 3 boîtes, une issue possible de l'expérience, ça va être, à l'origine, il y avait 1 euro dans la boîte 1, 2 euros dans la boîte 2, 3 euros dans la boîte 3. Le banquier appelle tout de suite le candidat, lui propose bon, bah, je veux bien racheter votre boîte pour 10 euros. Du coup, il donne sa boîte au banquier et le banquier, lui donne 10 euros. Donc, on peut noter d'ailleurs que c'est plutôt pas mal puisqu'il pouvait gagner au maximum 3 euros et il vend sa boîte pour 10 euros. Donc, c'est un des résultats possibles de l'expérience, c'est-à-dire il y avait cette répartition bien précise de somme d'argent dans les boîtes, et puis le banquier a fait une proposition. Il aurait pu, avant, lui demander d'échanger sa boîte. Par exemple, il a dit, bah, voilà, je vous propose d'échanger votre boîte 1 euro contre votre boîte, la boîte 1 contre la boîte 2. Et donc, ça aurait été une autre issue possible de l'expérience, où, avant qu'il rachète sa boîte, il y avait un échange d'argent. Mais une autre issue possible, ça pourrait être quasiment la même répartition, ça pourrait être quasiment la même chose, sauf que bah, la boîte 2 contient 3 euros et la boîte 3 contient 2 euros. Donc ça, c'est une autre issue de l'expérience, c'est une autre chose qui peut être un résultat global de l'expérience. Et du coup, l'ensemble de ces issues possibles, ça s'appelle l'univers. On a choisi ce terme d'univers un peu comme l'univers physique, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui existe. Et ben, en probabilité, l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles de notre expérience aléatoire. Donc, j'espère que vous voyez encore bien, mais j'utilise la notation des 2 accolades, ici, qui signifie l'ensemble de. Donc ça se lit, c'est l'ensemble des issues possibles. Et du coup, dans notre hypothèse, pour pouvoir trouver une stratégie pour gagner plein d'argent dans apprendre ou à laisser, il faut déterminer notre univers. Donc je pense qu'on en a tous un peu une vague idée de l'ensemble des choses qui peuvent se produire, mais on va essayer de l'écrire vraiment très formellement pour pouvoir être sûr qu'on est tous d'accord sur la définition qu'on va prendre. Donc, finalement, il peut se passer 3 types de choses, donc l'ouverture de boîte, une proposition de rachat et un échange de boîte. Donc finalement, notre univers qu'on appelle grand oméga, excusez-moi, je vais l'écrire, c'est l'univers. Ça va être donc l'ensemble des parties possibles. Et du coup, il y a plutôt pas mal de parties. Et donc, une partie, pour construire l'ensemble des parties, on va déjà essayer de construire une partie, et ensuite on va essayer de généraliser. Donc, une partie d'apprendre ou à laisser, c'est d'abord... faut d'abord choisir la configuration initiale d'argent dans les boîtes. Donc ici, par exemple, si je prends la somme, si je prends cette configuration-là, on va dire on va utiliser une liste pour simplifier. Donc on va dire que la première position, ça correspond à la boîte 1. La deuxième position dans notre liste de 3 nombres, c'est ça correspond à la somme d'argent qu'il y a dans la boîte 2. Et là, ça correspond, donc le troisième nombre dans notre liste, ça correspond à la somme d'argent qu'il y a dans la boîte 3. Donc ici, la situation que j'ai décrite, c'est la situation, donc il y a 1 euro dans la boîte 1, 2 euros dans la boîte 2, 3 euros dans la boîte 3. Mais une autre chose possible, ça pourrait être
ce cas-là, c'est-à-dire 1, 3, 2, c'est-à-dire qu'il y avait 1 euro dans la boîte 1 toujours, mais 3 euros dans la boîte 3, pardon, 3 euros dans la boîte 2 et 2 euros dans la boîte 3. Il peut y avoir aussi 2, 1, 3, 2, 3, 1, et 3, 2, 1, et 3, 1, 2. Du coup, il y a 6 cas possibles. Ces 6 cas possibles, en fait, on peut utiliser un vocabulaire mathématique, enfin, il y a un terme mathématique précis pour le dire. Ces 6 cas possibles, ça s'appelle l'ensemble des permutations de la liste 1, 2, 3, c'est-à-dire toutes les manières de réordonner les 3 nombres qui sont dans la liste. Donc ça s'appelle et du coup, donc, on a déterminé un univers. Et à partir de cet univers, en fait, qui est l'ensemble des issues possibles, on va enfin pouvoir s'intéresser à... on va pouvoir s'intéresser à la probabilité qu'ont certaines issues ont d'apparaître. Et donc, au lieu de juste considérer des issues, donc des résultats possibles de l'expérience, parfois on va essayer de considérer des choses un peu plus grosses pour avoir un peu plus de souplesse dans les choses dans les résultats possibles qu'on va considérer. Pour vous donner un exemple, si on lance un dé, l'univers, ça va être l'ensemble des résultats possibles du dé, ça veut dire il y aura l'issue, le dé tombe sur 1, le dé tombe sur 2, le dé tombe sur 3, et ainsi de suite, 4, 5, 6. Mais on ne va pas considérer, que ces choses-là. On peut par exemple s'intéresser à l'événement le dé tombe sur un nombre pair. Et si le dé tombe sur un nombre pair, bah en fait, c'est que le dé est tombé soit sur 2, soit sur 4, soit sur 6, mais il ne s'exprime pas simplement en disant le dé est tombé sur 2. Ça ne nous donnera jamais tous les résultats possibles, ça ne nous donnera jamais l'ensemble des résultats qui font que le dé est tombé sur un chiffre pair. Donc tout ça pour dire que on a... je vais effacer ici. On a défini un univers au grand oméga avec les issues possibles de l'expérience. Donc chaque petit point, c'est une issue. Et en fait, si on veut considérer des choses un peu plus grosses que simplement un seul point dans l'univers, on va pouvoir considérer plusieurs issues. Par exemple, l'événement et plusieurs issues, le fait de considérer un ensemble d'issues, ça s'appelle un événement. Donc ça nous amène à la définition suivante. Un événement, c'est plusieurs issues c'est donc une partie de oméga. Attention à ne pas confondre une partie de jeu avec une partie, le fait que ce soit une partie. Enfin, je le précise, mais des fois, il y aura peut-être plus d'ambiguïté, mais du coup, je le précise maintenant. Donc, une partie de l'univers. Une partie de l'univers, d'ailleurs, je précise aussi, du coup, une notation. Donc, un événement, on l'appellera, on note oméga, petit oméga, l'événement. Et oméga appartient à l'ensemble des parties d'oméga et du coup, on dit que oméga appartient à P ronde de grand oméga. C'est-à-dire qu'on a oméga, et par exemple l'événement oméga ici, c'est cette issue-là, cette issue-là et cette issue-là, c'est donc une partie de oméga. Typiquement, si on reconsidère l'exemple qu'on va prendre tout le temps des 3 boîtes avec les sommes 1, 2 et 3 euros, 2 euros et 3 euros, un événement, ça peut être le candidat gagne au moins 2 euros. Et du coup,
cet événement-là, ce sera, dans l'univers qu'on a choisi, ce sera le candidat gagne dans la boîte 1, il y a 2 € ou dans la boîte 2, il y a 3 €. Ensuite, j'aurai besoin d'une toute dernière définition pour ensuite parler vraiment de probabilité. C'est... je vais effacer ici. Donc, je vais garder l'univers oméga, mais... J'aurais besoin d'une dernière définition, c'est celle d'événements incompatibles. Donc des événements incompatibles, c'est-à-dire des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps au cours d'une même expérience aléatoire. Donc, si on lance une pièce, par exemple, plutôt si on lance un dé, l'événement le résultat est pair et l'événement le résultat est impair, ces deux événements-là, ils sont incompatibles parce qu'on ne peut pas à la fois avoir un résultat pair et impair. Et du coup, si encore on représente oméga par un ensemble de points, qu'on considère cet événement-là, qu'on appelle oméga 1, et cet événement-là, qu'on appelle oméga 2, donc qui réunissent plusieurs issues, bah, ces événements-là, ils sont incompatibles, parce que ils font appel à des issues différentes. Par contre, si on avait pris oméga 2, qui comprenait cette issue-là, ces événements-là ne sont pas compatibles, parce que si c'est ce résultat-là, si c'est cette issue-là qui se produit vraiment quand on réalise l'expérience, eh bien, l'événement oméga 2 et l'événement oméga 1 sera réalisé dans l'expérience. Donc maintenant qu'on a défini l'univers dans lequel vont évoluer les probabilités, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur les choses qui pouvaient se produire et les choses qui ne pouvaient pas se produire, on va pouvoir définir plus précisément la notion de probabilité. Donc, je vais effacer ici. Donc, je pense qu'on a tous une notion, même quand on n'a pas, même quand on n'a pas même quand on n'a pas vu strictement en cours de maths la définition de probabilité. Je pense qu'on a quand même relativement l'intuition qu'une probabilité, ça correspond à une chance, c'est-à-dire à une certitude qu'on a par rapport à un événement de se produire. Encore une fois, si on lance une pièce de monnaie et qu'on joue à pile ou face, on dit souvent qu'il y a une chance sur 2 que la pièce tombe sur pile et que la pièce tombe sur face. Ou que la pièce tombe sur face. Et du coup, le fait de dire une chance sur 2, en fait, c'est dire que la probabilité que la pièce tombe sur pile est de 1/2. Donc ce une chance sur 2, ça correspond vraiment à une probabilité. Et donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment tous déjà une notion de probabilité avant de l'avoir vu formellement dans les études. Et du coup, les probabilités, c'est quelque chose qui, à un événement, je le répète, associe un degré de certitude. Mais, a priori, pour une même expérience aléatoire, on pourrait se dire qu'on a des probabilités un peu différentes. On peut construire différents types de probabilités sur une même expérience aléatoire pour, on peut choisir différents modèles pour une expérience aléatoire. Mais par contre, quand on choisit une probabilité, c'est obligatoire, si on veut que ce soit une probabilité, que la probabilité vérifie différents critères, qu'on appelle donc différentes hypothèses. Donc, je vais poser que définition. Donc, une probabilité, c'est quelque chose qui part de l'ensemble des événements possibles, enfin de l'ensemble des événements de l'univers, et qui associe à cet événement un nombre réel qui détermine son caractère probable ou pas probable. Par exemple, une chance sur 2 de tomber sur face, c'est la probabilité qui, à l'événement
tomber sur face associe 0,5. Et finalement, quand on fait des probabilités dites un peu simples, c'est-à-dire qu'on regarde un lancer de pièces ou un lancer de dés, on s'aperçoit que dans les faits, si on lance un dé, la probabilité que le dé tombe sur 6, si le dé est équilibré, ça va être une chance sur 6, donc 1/6. Finalement, c'est des probabilités qui sont tout à fait égales à 1. Donc, pourquoi on a choisi ce critère pour une probabilité? C'était qu'on voulait que la probabilité, ce soit, comment dire? En fait, on voulait se dire, si on est sûr qu'un événement arrive, c'est quoi, quelle devrait être sa probabilité pour décrire qu'on est sûr qu'un événement arrive? Par exemple, si on lance une pièce et qu'on considère l'événement, la pièce retombe, si on est sûr que ça arrive, on voudrait dire, du coup, ça doit vouloir dire quelque chose en termes de probabilité. Et du coup, les mathématiciens ont décidé de dire que si on est sûr qu'un événement arrive, sa probabilité, c'est 1. Et du coup, c'est pour ça que la probabilité est toujours inférieure ou égale à 1, parce que y a rien, rien ne peut avoir une probabilité supérieure ou égale à 1, parce que rien ne peut être, on ne peut pas être plus sûr que quelque chose arrive. Et encore une fois, du coup, par symétrie, 0, quelque chose de probabilité 0, ça veut dire que on considère qu'on est sûr qu'un événement ne va pas arriver. Par exemple, si je jette une pièce de monnaie en l'air et que je considère l'événement, la pièce ne retombe pas, comme on est sûr que ça ne va pas arriver, on dit que cet événement-là a une probabilité 0. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que la probabilité de oméga, c'est-à-dire tout l'univers, c'est 1. C'est-à-dire que oméga, ça veut dire... grand oméga, c'est l'univers. Et du coup, ça veut dire qu'on est sûr qu'il va se passer quelque chose quand on fait l'expérience aléatoire. Donc ça veut aussi dire que forcément, l'univers, quelque chose va se passer. Donc forcément, quand on réalise l'expérience, on va avoir un résultat. Et du coup, la probabilité qu'il se passe quelque chose est de 1 parce qu'on est sûr que quand on réalise l'expérience, il va se passer quelque chose. Et pour le troisième critère, j'aurais besoin d'un peu plus de place. Donc le troisième critère, il est un peu plus abstrait, mais finalement, il correspond, quand on le retraduit en des termes un peu plus concrets, j'ai le sentiment qu'il correspond relativement à l'intuition qu'on se fait des probabilités quand on calcule, donc encore une fois, des probabilités sur des exemples simples, qui dit que si A et B sont des événements incompatibles, donc ça correspond à ce cas-là. Alors, la probabilité que A se produise ou B se produise, A ou B, donc encore une fois, ça se dit A ou B se produit, c'est égal à la probabilité que A se produise plus la probabilité que B se produise. Donc par exemple, si on prend encore une fois l'exemple que je considérais avec la somme, les trois boîtes 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, et qu'on s'intéresse à la probabilité que la boîte 1 contienne la somme 1 euro ou la somme 2 euros, cette probabilité-là, c'est égal à la probabilité que la boîte contienne 1 euro plus la probabilité que la boîte contienne 2 euros. Ça peut paraître, c'est une définition un peu abstraite et finalement elle paraît un peu plus naturelle quand on se dit qu'en fait c'est juste pour pouvoir bien découper un grand événement en des événements plus petits. Par exemple, on a un événement oméga, et on veut dire oméga, ça veut dire que c'est soit oméga 1, soit oméga 2 qui se produisent, et la réunion de oméga 1 et oméga 2, ça donne tout l'événement. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui permet d'avoir des calculs qui se mènent assez bien quand on fait des raisonnements probabilistes. Après, c'est une remarque aussi que je tenais à faire, c'est que quand cet exposé n'y échappe pas, c'est-à-dire que quand on présente des théories mathématiques, on les présente souvent une fois qu'elles sont bien construites, qu'elles sont bien solides et qu'elles ont donné des résultats assez intéressants. Mais ça ne décrit pas forcément le travail qui a été celui des mathématiciens qui ont construit cette théorie. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que les mathématiciens, quand ils ont voulu faire des calculs de probabilité, au début, ils se sont juste dit une probabilité, ça va être quelque chose qui vérifie la propriété 1 et la propriété 2,
mais pas la propriété 3. Mais ils se sont aperçus quand ils ont voulu découper, je ne sais pas, des événements en plus petits événements et calculer la probabilité des plus petits événements, ils se sont aperçus que s'ils n'utilisaient pas cette probabilité-là, du coup les calculs devenaient super compliqués et on ne comprenait rien à ce qui se passait, et du coup la théorie n'était pas intéressante. Donc ils se sont dit, on va ajouter dans la définition de la probabilité le critère 3. Et du coup, ça fait que la théorie marche bien et que ça donne des résultats qui sont intéressants, mais ça fait aussi que quand on découvre la théorie pour la première fois, on peut se demander pourquoi on a pris cette hypothèse-là qui paraît un peu compliquée. Finalement, en fait, on s'aperçoit par la suite que ça avait un sens. Et une autre chose aussi à préciser sur les probabilités, c'est que cette définition-là de probabilité, finalement, elle est assez générale et finalement, à une même expérience aléatoire, en fait, on peut appliquer plusieurs lois de probabilité. C'est-à-dire que, imaginons, donc encore une fois, je vais reprendre mon exemple. Je vais reprendre mon exemple avec les 3 boîtes. Donc, on a les 3 boîtes. 2, 3. Et on va dire que je pose une loi de probabilité qui est que probabilité que la somme 1 euro soit dans la boîte 1 égale 1. Et la probabilité de tout autre événement, non, excusez-moi, que la somme 1 euro soit dans la boîte 1, que 2 euros soit dans la 2, et 3 euros soit dans la 3. Momentanément, on va oublier le fait qu'on puisse faire des échanges de boîtes, on va juste s'intéresser à la répartition des sommes d'argent dans les boîtes. 3 euros soit dans la 3. Donc bon, c'est un événement un peu compliqué, un peu long à écrire avec des phrases, mais je pense que comme ça, c'est quand même relativement clair. On va dire que la probabilité de cet événement-là, c'est 1, et que la probabilité... D'ailleurs, si on considère qu'il n'y a pas d'échange et pas de possibilité de rachat, cet événement-là, en fait, c'est aussi une issue, parce que c'est juste se donner la répartition de la somme dans les boîtes, ça donne exactement ce qui va se passer dans la partie, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas d'échange et pas de possibilité de rachat. Donc on va considérer que la probabilité de cette issue, c'est 1, et que la probabilité de toute autre issue, c'est-à-dire de toute autre répartition d'argent dans les boîtes, toute autre issue, c'est 0. En fait, ça, c'est une probabilité, parce qu'elle est bien entre 0 et 1. Elle vaut soit 0, soit 1. La probabilité de l'univers oméga, c'est aussi 1. Et on peut voir que si deux événements sont incompatibles, on aura bien la somme des deux événements. Tout ça pour vous dire qu'on peut vérifier assez rapidement qu'elle vérifie bien ces 3 hypothèses. Pourtant, est-ce que c'est cohérent avec la réalité? En fait, non. Parce que ça veut dire que, si ça c'était cohérent avec la réalité, ça voudrait dire que dès qu'on fait une partie d'apprendre ou à laisser, on est sûr qu'il y a la somme 1 euro dans la boîte 1, 2 euros dans la boîte 2 et 3 euros dans la boîte 3. Ce n'est pas vraiment la réalité. Et du coup, cette loi de probabilité, c'est une loi possible, mais ce n'est pas la loi qu'on va considérer parce qu'elle n'est pas cohérente avec la réalité. Et du coup, excusez-moi, j'ai fait ça un peu vite, mais de toute façon, ce n'est pas la probabilité qui nous intéresse. La probabilité qu'on va prendre, c'est la probabilité, on peut appeler ça la probabilité uniforme. Uniforme. Sur oméga. C'est-à-dire que la probabilité qu'un événement se produise, donc si A est un événement, par exemple la boîte 1 contient 1 euro, 1 euro, 2 euros, 3 euros, probabilité que la probabilité que A se réalise, en fait, ça va être le nombre
d'issue où A est réalisé sur le nombre d'issues total. On peut aussi assez rapidement montrer que ça vérifie les lois de probabilité. Le nombre d'issues où A est réalisé sera toujours inférieur au nombre d'issues total par définition, parce que le nombre d'issues total, ça comprend toutes les issues possibles. Donc là, si on considère qu'il n'y a pas d'échange, dans l'univers oméga, il y a 6 issues qui sont les 6 configurations possibles d'argent dans les boîtes. Donc 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Et 3, 1, 2. 3, 2, 1. Et donc, les probabilités uniformes, ça veut dire que toutes ces configurations-là, si on a bien mélangé les boîtes au début, elles ont la même chance de se produire. Du coup, il y a une notion de symétrie ou de fait que les rôles des boîtes soient à peu près les mêmes. Du coup, par exemple, imaginons qu'on s'intéresse à la probabilité que la somme d'argent 1 euro soit dans la boîte 1. Intuitivement, il y a 3 boîtes. Les boîtes jouent des rôles symétriques, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information qui pourrait nous dire qu'il y a plus de chances qu'une boîte contienne telle somme d'argent plutôt qu'une autre. Du coup, il y a la somme d'argent 1 euro, elle peut être soit dans la boîte 1, soit dans la boîte 2, soit dans la boîte 3. Du coup, on a envie de dire que par symétrie, probabilité de P de 1 euro dans 1, je vais noter comme ça pour aller plus vite, par symétrie, on a envie de dire que c'est 1/3, c'est-à-dire que c'est une chance sur 3. Une chance sur 3. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de dire intuitivement. Et en fait, je dis intuitivement, mais en fait, c'est un calcul qu'on fait dans notre tête sans nous apercevoir. En fait, on fait le calcul de la probabilité uniforme. Parce que si on utilise cette formule-là, nombre d'issues où A est réalisé sur nombre d'issues total, c'est quoi les issues qui font qu'il y a 1 euro dans la boîte 1 ? En fait, il y en a exactement 2. C'est d'ailleurs celle que j'ai écrite en première. C'est ces deux-là. Dans toutes les autres, il y a soit 2 euros dans la boîte 1, soit 3 euros dans la boîte 1. Et du coup, comme on avait fait le calcul, le nombre d'issues totales, c'est 6. C'est le nombre de configurations d'argent dans les boîtes. Et du coup, on trouve qu'effectivement, on réobtient que la probabilité de 1 euro dans 1, c'est égal à 2 sur 6, c'est égal à 1/3. Et du coup, on est content parce qu'on a un modèle qui colle, en tout cas avec l'intuition, et qui semble assez vraisemblable. Du coup, le modèle, on peut se dire qu'il va donner des résultats intéressants si on l'utilise sur une partie de apprendre ou à laisser. Et du coup, une fois qu'on a appliqué ce modèle, on va pouvoir l'utiliser pour trouver la stratégie gagnante pour gagner un maximum d'argent. Donc, du coup, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser l'univers que j'ai écrit sur le côté, c'est-à-dire l'ensemble des permutations des sommes d'argent dans les boîtes, l'ensemble des échanges possibles de boîtes et l'ensemble des rachats possibles de la boîte du candidat par le banquier. Je vais garder ça pour l'instant, ça pourra encore nous servir. Et maintenant, on va essayer donc de vraiment aider le candidat. Donc là, dans un premier temps, on lisait des livres et l'univers de probabilité. Et la deuxième sous-partie que j'ai malheureusement oublié de définir, c'était la définition des probabilités. Et du coup, la deuxième partie, ce sera, que j'ai nommé par rapport à un autre jeu de hasard qui a été populaire à la télé pendant un moment, c'est qui veut gagner de l'argent en masse. Donc là, on s'est plongé dans des bouquins pour bien définir l'univers, les choses qui pouvaient se passer. Et maintenant, on va vraiment activement essayer de trouver une stratégie gagnante pour maximiser la somme que pourrait gagner le candidat. Du coup, la première partie, c'est comment on va passer du modèle vers la stratégie.
Parce que maintenant qu'on a un modèle, on va pouvoir essayer de voir s'il va bien marcher ou pas. Et du coup, une des premières choses à préciser, c'est qu'on fait un raisonnement probabiliste. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais être sûr qu'avec notre stratégie, on va gagner la somme d'argent maximale à chaque fois. Puisque si on considère encore une fois la partie où il y a 3 boîtes et 3 sommes d'argent, bah, il est possible qu'à un moment, le candidat, même s'il joue très très bien, bah, il ouvre une boîte où il y a la somme 3 €, et du coup, bah, il ne pourra jamais, dans cette partie, gagner les 3 €. Du coup, on ne peut pas trouver une stratégie qui permet de gagner 3 € à chaque fois qu'on joue. Il faudrait tricher, il faudrait connaître à l'avance les sommes d'argent qu'il y a dans les boîtes, puis il faudrait aussi que le banquier nous propose de faire les bons échanges de boîtes. Du coup, on ne peut pas déterminer une stratégie comme ça. En fait, on va déterminer une stratégie pour maximiser le gain qu'on pourrait espérer gagner. La stratégie, donc, ça va être maximiser le gain moyen du joueur. En gros, l'idée, c'est que si le candidat jouait énormément de parties en appliquant notre stratégie, qu'on va appeler stratégie gagnante, et bien dans ce cas-là, le candidat va en moyenne gagner le plus d'argent possible qu'un candidat qui ne suit pas cette stratégie. Et du coup, pour pouvoir utiliser cette stratégie, on va devoir s'intéresser aux événements qui sont relatifs à la somme d'argent qu'il y a dans la boîte du joueur. On va devoir s'intéresser à des événements du type 1 € dans la boîte 1, 2 € dans la boîte 1, ou encore 3 € dans la boîte 1. Mais finalement, c'est un peu lourd de s'intéresser à tous ces événements-là, surtout si on considère des parties où il y a plus de boîtes. S'il y avait 22 boîtes, on ne va pas considérer à chaque fois, à chaque tour, les 22 événements, ce serait un peu long. Du coup, l'idée, c'est de... donc ça, c'est un peu lourd. Du coup, l'idée, c'est de construire un nouvel objet mathématique qui permettrait de concentrer toutes les informations qu'on a sur la partie. Donc cet objet-là, on va l'appeler variable aléatoire. Du coup, x, là, est totalement déterminé. Donc on peut se dire qu'est-ce qu'elle a d'aléatoire. Mais en fait, comme je l'ai répété, on ne sait jamais à l'avance quelle va être la configuration des sommes d'argent dans les boîtes. Du coup, on ne va pas s'intéresser à x en elle-même, on va plutôt s'intéresser à la probabilité que x soit égal à, par exemple, 1. Donc la probabilité que x soit égal à 1, ça veut dire que c'est la probabilité qu'il y ait la somme d'argent 1 dans la boîte 1. Du coup, comme on l'a calculé juste avant, la probabilité que x égale 1, c'est égal à 1 tiers. La probabilité que x égale 2, c'est égal à 1 tiers. Et la probabilité que x égale 3, par symétrie, donc parce qu'on utilise le modèle de probabilité uniforme, la probabilité que x égale 3, c'est aussi 1 tiers. Et du coup, l'avantage d'utiliser ce modèle-là, c'est que x, en fait, on peut l'appliquer sur plein d'événements différents, et du coup, ça nous permet d'avoir un seul objet qui réunit tous ces événements-là qu'on va considérer. C'est une manière de calculer plus simplement la probabilité de certains événements. Et du coup, la stratégie gagnante, ça va être de faire en sorte de maximiser la valeur que prend la variable aléatoire. Donc ça va être en sorte de faire prendre au candidat les décisions qui vont faire que la probabilité que x soit très grande, soit très proche de 1. Par exemple, si le candidat est mis face à 2 décisions et que s'il prend une décision, la probabilité que x vaut 10 000 est très très proche de 1, alors que s'il prend l'autre décision, la probabilité que x vaut 10 000 est très très loin de 1, on va plutôt dire au candidat, non, tu devrais plutôt prendre cette décision-là parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ton gain, donc x, soit élevé. Donc ça va être l'idée de ce qu'on va faire. Et du coup, encore une fois, donc ce que la stratégie gagnante ne permet pas de faire, c'est de calculer de manière certaine x.
En fait, ce qu'on peut juste faire, c'est calculer de manière... comment dire, on peut calculer ce que va valoir x en moyenne. Et du coup, c'est la deuxième sous-partie de cette grande partie, c'est, je l'ai appelé de l'espoir du gain, donc c'est-à-dire qu'on espère gagner un maximum d'argent, de l'argent en masse, l'espoir du gain à l'espérance. C'est-à-dire qu'on va essayer de calculer un peu la valeur moyenne que va prendre x, ou la valeur la plus probable que prenne x. Comme ça, on va pouvoir savoir aider mieux le candidat dans ses décisions. Donc, du coup, donc, dans cette deuxième partie, je vais essayer de vous expliquer en quoi la deuxième partie, c'est que vaut x en moyenne. Vaut grand x en moyenne. Où x, c'est la somme d'argent qu'il y a dans la boîte du candidat. La somme d'argent dans la boîte du candidat. Boîte du candidat. Pour expliquer pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ce que vaut x en moyenne, ce n'est pas encore très clair ce que ça veut dire la moyenne de x. Je vais faire une analogie avec une situation que vous connaissez sans doute tous très bien. C'est quand vous voulez calculer votre propre moyenne dans une matière. Imaginons que vous vouliez calculer votre moyenne au semestre 1 en mathématiques, au hasard. On va supposer que vous avez eu 3 notes. Vous avez eu 13, 15 et 16. Du coup, ce qu'on fait naturellement pour faire la moyenne, c'est qu'on prend la somme des 3 notes. Donc, la moyenne, on va dire que mu, on va l'appeler mu comme la lettre grecque pour m, pour parler de moyenne. Mu, ça va être 13 plus 15 plus 16 sur 3. Et je n'ai pas appris par cœur la valeur de ça. C'est... Oui. Du coup, ça fait... c'est un nombre... c'est pas un nombre entier, ça fait 14,66666 à l'infini. Et du coup, vous avez votre moyenne en maths au semestre. Maintenant, on va prendre un cas un tout petit peu plus compliqué, où il y a des coefficients. Quand il y a des coefficients, c'est-à-dire que vos notes ne valent pas toutes la même chose. Imaginons que vous avez eu 13 avec un coefficient 2, 15 avec un coefficient 1 et 16 avec un coefficient 3. Je vérifie juste que c'est les bons chiffres que j'ai pris. Oui, donc c'est les bons chiffres que j'ai pris. Du coup, vous avez ces coefficients-là pour vos 3 notes. Ça veut dire que votre 16, il compte 3 fois plus que votre 15, et votre 13, il compte 2 fois plus que votre 15. Du coup, pour calculer votre nouvelle moyenne, vous allez faire comme si vous aviez eu 2 fois la note 13, plus 1 fois la note 15, plus 3 fois la note 16. Ensuite, vous allez diviser par quoi? Vous n'allez pas diviser par 3. Parce que même si vous avez eu 3 notes, il y a des notes qui valent plus que les autres. C'est comme que si vous avez eu 2 fois 13, 3 fois 16 et 1 fois 15. Du coup, vous n'avez pas eu que 3 contrôles, vous avez eu 6 contrôles. Du coup, vous allez diviser par 6 et vous allez calculer votre nouvelle moyenne qui est 14,83333. Donc elle est un peu mieux forcément parce que votre 16 compte énormément. Mais ensuite, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que mu, on peut le réécrire en séparant les 3 termes. On peut le réécrire comme mu, c'est égal à 2 sixièmes fois 13, plus 1 sixième fois 15, plus 3 sixièmes fois 16. Du coup, si on raisonne en termes de nombre de contrôles, c'est comme si vous aviez eu, puisque on remarque que 2 sixièmes plus 1 sixième plus 3 sixièmes, ça fait 1. Forcément, c'est la construction de la moyenne qui veut ça. C'est comme si vous avez eu un seul grand contrôle
vous avez eu où 2/6 de votre contrôle avait été noté 13, 1/6 de votre contrôle a été noté 15, et 3/6 de votre contrôle a été noté 16. Et du coup, on observe que, donc, que 2/6 plus 1/6 plus 3/6, ça fait 1. Et du coup, ces nombres-là, ils sont tous plus petits que 1, et leur somme fait 1. Du coup, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'intuitivement, on peut voir un peu que ces nombres-là, ça peut être des probabilités. Pour pousser encore plus loin l'analogie, on peut imaginer que vous essayez de savoir quelle note vous avez eu à ce fameux grand contrôle où il n'y a qu'une seule note, et quelqu'un vous appelle, un ami à vous vous appelle et vous dit « Bon, j'ai pu avoir des informations supplémentaires, j'ai utilisé des théorèmes super puissants, et en gros, je sais qu'il y a 2 chances sur 6 que tu aies 13 à ton contrôle, 1 chance sur 6 que tu aies 15 à ton contrôle, et 3 chances sur 6 que tu aies 16 à ton contrôle. » Du coup, tu dis, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je vais avoir en moyenne? C'est quoi le truc le plus probable que je vais avoir? Bah, en fait, c'est cette note-là pondérée par le degré de vraisemblabilité de cette note, plus votre 15 plus le degré de le pondéré par le degré de vraisemblabilité que vous ayez 15, plus 16 fois le degré de vraisemblabilité que vous ayez 16. Et du coup, votre moyenne, c'est une sorte de la note la plus probable. Enfin, l'idée à retenir, c'est que la note la plus probable, c'est aussi la moyenne des notes. La note la plus probable, c'est la moyenne des notes. C'est la moyenne on va dire que c'est la moyenne probabiliste, entre guillemets, des notes. Probabiliste des notes. Et du coup, si x c'était la variable aléatoire qui donnait la note que vous avez à ce grand contrôle, en fait, l'espérance de x, c'est-à-dire que la valeur moyenne de x, ce serait aussi 14,833333333. Du coup, ça nous pousse à à définir formellement ce que veut dire la valeur moyenne d'une variable aléatoire. Et du coup, la valeur moyenne d'une variable aléatoire, c'est la somme. On note ça l'espérance de x, parce que c'est un peu l'espoir qu'on a que x, c'est la valeur la plus probable que va prendre x. L'espérance de x, ça va être la somme sur x, où x est une valeur prise par x, prise par grand X, donc somme de x, donc c'est x, donc c'est le 13, là c'est le 15, c'est le 16, c'est votre note, fois P de x, fois la probabilité que x vaille x. Donc là c'est 2/6, 1/6, 3/6. Donc ça c'est exactement cette formule-là, mais que j'ai écrite de manière plus abstraite pour calculer des espérances dans d'autres cas. Et du coup, si on veut calculer l'espérance de x dans le cas où il y a 1 euro, 2 euros et 3 euros dans les boîtes, l'espérance que la somme d'argent, enfin l'espérance de x, où x est la somme d'argent dans la boîte du candidat, ici, l'espérance de x, ça va être égal à 1 fois 1 tiers, plus 2 fois 1 tiers, plus 3 fois 1 tiers. Et du coup, si on calcule l'espérance de x, c'est 2. On dit que c'est 2, et c'est aussi la... Donc ça veut dire que la somme d'argent qui est en moyenne dans votre boîte, c'est la somme d'argent c'est la valeur moyenne de l'argent dans vos boîtes. Donc ça, c'est aussi quelque chose, bon, ça paraît naturel vu comment on a défini les choses, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à remarquer. La valeur moyenne de l'argent des boîtes. L'argent des boîtes. Et maintenant, une fois qu'on a ça, en fait, vraiment, l'espérance de x, c'est la somme qu'on peut s'attendre le plus à gagner. Et encore une fois, notre modèle, ce n'est pas un modèle déterministe, c'est un modèle probabiliste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'espérance de x, ici, c'est 2, que vous allez forcément gagner 2 euros. Si vous jouez plein de fois, vous n'allez pas gagner 2 euros à chaque fois que vous jouez. Mais en moyenne, la somme la plus probable que vous allez gagner, c'est 2. Et du coup, en fait, ça nous permet de déterminer une stratégie gagnante vraiment très simple à appliquer à ce jeu. Donc, je vais effacer les moyennes. Et du coup, la stratégie gagnante, en fait, elle est extrêmement, elle est assez simple, mais c'est pourtant pas forcément la stratégie qu'employaient les candidats quand eux y jouaient. Disons qu'ils étaient un peu moins probabilistes, ou alors Arthur les aidait pas vraiment très bien. Et du coup, la stratégie, ça veut dire que la stratégie, déjà, elle ne va pas être basée sur l'échange des boîtes, parce que comme les boîtes sont toutes symétriques et qu'on échange des boîtes dont on n'a aucune idée de la somme qu'elles contiennent,
L'échange des boîtes, finalement, ça changerait en calcul de l'espérance de x, puisqu'il y a les mêmes sommes d'argent dans les boîtes. Donc, on ne va pas s'intéresser aux échanges. La seule variable intéressante à prendre en compte, c'est quand est-ce qu'on doit vendre ou ne pas vendre sa boîte. Du coup, la stratégie gagnante, c'est on ouvre les boîtes. On ouvre les boîtes, donc on peut ouvrir les boîtes qu'on veut. Puisqu'on n'a aucune information sur les boîtes, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir une boîte plutôt qu'une autre. On ouvre les boîtes. On attend que le banquier fasse une proposition. Proposition du banquier. Et si la proposition du banquier, donc le banquier propose une somme M d'argent, si M est plus grand que l'espérance de X, donc l'espérance de X calculée quand il reste les sommes d'argent dans les boîtes. Par exemple, si on était au tour d'avant et qu'il y avait encore une boîte avec 4 €, l'espérance ne serait pas exactement la même, ce serait 1 plus 1 fois un quart, plus 2 fois un quart, plus 3 fois un quart, plus 4 fois un quart, avec le modèle de probabilité qu'on s'est donné. Du coup, le banquier va nous faire une proposition. Si la proposition du banquier est strictement plus grande que l'espérance, il faut accepter la proposition et vendre sa boîte. Vendre sa boîte. Sinon, gardez la boîte et continuez à ouvrir la boîte. Gardez la boîte. Donc encore une fois, ce n'est pas la stratégie qui permet à chaque fois de gagner les 500 000 €, mais c'est la stratégie que si vous suivez cette stratégie, vous allez gagner en moyenne plus d'argent que des candidats qui font n'importe quoi. C'est réaliste. Après, est-ce qu'on a le temps de jouer 10 000 fois à apprendre au LSC? C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est la stratégie la stratégie la plus rationnelle. Du coup, cette stratégie qui est finalement simple, elle est intéressante parce qu'elle dit, et aussi parce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que la stratégie qu'on applique, elle ne dépend pas de la somme qu'on a révélée au tour d'avant. Alors que souvent à la télé, quand les candidats ils viennent d'ouvrir la somme 500 000 €, ils disent « Oh là là », du coup, ce qui se passe, c'est que formellement, leur espérance de gain a chuté monstrueusement, parce qu'ils viennent de savoir qu'ils ne peuvent plus du tout gagner 500 000 €. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête des candidats? Ils se disent « Oh là là, je viens de perdre plein d'argent potentiellement, du coup, je vais essayer de prendre plein de risques pour essayer de compenser cet argent que j'ai pris. » Et du coup, ils prennent encore plus de risques, c'est-à-dire qu'ils vont refuser des propositions du banquier, alors que les propositions du banquier sont extrêmement favorables. Ils vont refuser la proposition du banquier parce qu'ils se disent « Je vais gagner les 400 000 €, puisque c'est la deuxième plus grande somme. » Et du coup, vraiment, on observait que les candidats faisaient pas mal ça. Mais au bout d'un moment, en fait, surtout après la crise, les candidats se sont mis à jouer de manière de plus en plus conservatrice, c'est-à-dire ils étaient de plus en plus enclins à accepter assez vite les propositions du banquier. Et du coup, le jeu n'était plus très intéressant parce que les candidats se sont mis à jouer de manière extrêmement rationnelle et conservatrice. Et du coup, le jeu a fini par être... on a fini par arrêter de le programmer parce qu'en gros, les candidats, ils partaient au bout de 3 ouvertures de boîte et ils étaient contents, ils avaient 500 €. Et du coup, c'était plus trop intéressant. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet après, à quel point les jeux varient, mais d'autres raisons peuvent expliquer ça, mais c'était une des raisons en tout cas. Et du coup, bon, il me reste plus vraiment beaucoup de temps, mais je veux juste en fait terminer sur un dernier théorème qui est assez important et en fait qui vient valider a posteriori la stratégie que je vous ai proposée. Parce qu'en gros, les probabilités, elles doivent toujours, au bout d'un moment, surtout quand c'est des expériences aléatoires comme ça, elles doivent finir par se confronter à la réalité. Et si je vous propose une stratégie, mais dans les faits, en fait, elle a aucun intérêt parce qu'elle n'est pas du tout réaliste, et ne colle pas du tout avec ce qu'on observe dans la réalité, ce n'est pas une bonne stratégie. Et du coup, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est le lien entre probabilité d'un événement et fréquence d'apparition d'un événement. Donc ça s'appelle la loi faible des grands nombres. Et donc le terme faible, ça sert à rien que... il n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'exposé. Donc on peut oublier le terme faible. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est grand nombre. Grand nombre, en fait, c'est relatif au fait qu'on répète une expérience énormément de fois. Imaginons que vous lanciez une pièce de monnaie 10 000 fois. On s'attend, je pense qu'intuitivement, on se dit, il y a une chance sur deux que la pièce tombe sur pile et une chance sur deux que la pièce tombe sur face. Du coup, si on lance la pièce 10 000 fois, elle va tomber à peu près 5 000 fois sur face et 5 000 fois sur pile. Et en fait, c'est ce qu'on observe vraiment dans la réalité, c'est-à-dire que donc si on répète une expérience, si on répète le lancer de la pièce, la valeur moyenne prise par la pièce, donc on va appeler ça la valeur moyenne. La valeur moyenne prise par la pièce, il va, en fait, formellement, il va tendre vers
l'espérance, on va plutôt parler d'ouverture de boîte, excusez-moi, ce sera plus clair. Prise par la boîte. Imaginons qu'on a la boîte 1 qui contient 0 € et la boîte 2 qui contient 1 € et qu'on répète l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire qu'on ouvre une boîte, on regarde ce qu'elle contient, on note, et ensuite on remélange les boîtes, on en réouvre et on regarde ce qu'elle contient. En moyenne, l'espérance de gain, ça va être 0,5 €, 50 centimes. En fait, on s'aperçoit qu'effectivement, si on répète l'expérience 10 000 fois, par exemple, si on répète beaucoup l'expérience, on va s'apercevoir que en moyenne, la valeur prise par la boîte 1, ça va être très très proche de 0,5 €. En gros, ça veut dire que 0,5 €, c'est le calcul de l'espérance de gain, donc c'est une somme déterminée, et la valeur moyenne prise par la boîte, c'est une moyenne de valeurs aléatoires. Et tout ça, ça veut dire que si on répète énormément de fois l'expérience, on a une quantité qui est a priori aléatoire, qui va se rapprocher très fortement d'une quantité qui est déterministe. En gros, on dit que quelque chose de déterministe émerge d'une expérience aléatoire. Et je trouve que aussi, d'un point de vue conceptuel, c'est aussi assez intéressant parce que si je reprends l'exemple d'une pièce qu'on lance 10 000 fois, la pièce, quand on la lance, elle ne se dit pas « Ouh là là, je suis tombé 3 fois sur pile, faut que je tombe sur face parce que sinon je vais commencer à faire pencher l'expérience ». La pièce ne se dit pas ça. Pourtant, si on la lance à chaque fois et qu'on la fait un grand nombre de fois, un nombre d'expériences indépendants finit par donner un tout qui est que la pièce va tomber en moyenne 5000 fois sur pile et 5000 fois sur face. Du coup, ce qui montre que, et je vais conclure sur ça, que le hasard, c'est pas n'importe quoi, mais que le hasard a aussi ses propres lois qu'on peut étudier. Merci à tous de m'avoir écouté. Et du coup, j'ai un petit peu débordé, mais je suis prêt à prendre vos questions sur n'importe quelle partie de l'exposé. Et il y aura aussi un poly qui sera mis en ligne assez rapidement et qui traite donc de ce que j'ai dit, mais qui aussi qui permettra aussi de développer des choses que j'ai pas pu creuser pendant l'exposé et des choses que, par exemple, si vous êtes en terminale, que vous n'avez pas forcément vues. Si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin dans les probas, vous pourrez lire le poly qui sera mis en ligne assez rapidement. Voilà. Merci.